Dans les années 20, alors que en Suisse comme en Europe sévissait une crise économique, le chômage était omniprésent, beaucoup de paysans de Suisse allemande et notamment du canton de Berne se sont tournés vers le canton de Genève qui avait un nombre assez important de fermes qui étaient à acheter. Alors, parmi ceux-ci, mon père, mon oncle sont venus dans les années 27-28 pour acheter la ferme qu'ils ont exploitée pendant plus de 60 ans. Et ces paysans ont apporté certains éléments dans la vie économique genevoise, notamment l'élevage du bétail, dont c'était un peu leur spécialité, et la production de lait. Ce sont eux qui, avec quelques pionniers de l'agriculture genevoise, ont mis sur pied les syndicats d'élevage, ensuite créé les sociétés de laiterie, et à Bossy, à Collet. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de couleur de lait dans les deux villages, mais les bâtiments ont été mis en vente. Forcément, parce qu'à cette époque-là, il faut dire, à cette époque, les confédérés n'étaient pas bienvenus à Genève. Hein. C'était une vague comme ça, je ne sais pas, c'était aussi un peu raciste comme maintenant nos réfugiés qui viennent. Ça, c'est toujours une époque qu'on ne peut pas abolir. Alors quand les confédérés venaient un petit peu à Genève, les Genevois, ils montaient sur le créneau, comment dire. Ça n'allait pas parce qu'il fallait rester chez eux. Alors il y en a encore pas mal qu'ils ont acheté encore ici. Il y avait Baumgartner, il y avait Morer, il y avait Morer-Spindon, il y avait Forenwald, il y avait Yagi. Non, Yagi n'était pas beau. Non, il était Bernois, Yagi. C'était son beau-frère qui était vaudois. Ah oui, monsieur Arctique. C'était tous des Bernois qui avaient acheté ça. Là aussi, Beren aussi, c'est un Bernois. C'était toutes des familles bernoises. Il y avait beaucoup de familles bernoises ici à Bossy. Même nous, on était Bernois. Aussi, nous. Non, c'est pour On ça. est originaire de Berne. En général, bon, c'était un petit peu les vagues de cette époque-là, je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait très très peu de boulot à cette époque, il faut dire. Hein. C'était déjà les années avant la guerre, les années 36 qui arrivaient bientôt la guerre à 40. Il y avait déjà peu de boulot, hein. Peu. Alors, ça lime un petit peu. Alors ça, c'était l'agriculture, vraiment la très très pauvre agriculture qui avait sombré dans le... qui faisait honneur à la bouteille, mais un peu trop, puis qui était arrivée alors à néant. Et les fermes, à ce moment-là, les gens ruinés, sans moyen aucun. Les fermes se sont vendues aux familles bernoises qui arrivaient, parce que au canton de Berne, il y avait des familles agricoles très nombreuses, et il y avait le droit d'aînesse, le premier reprenait la ferme, puis les autres, il fallait qu'ils se débrouillent. Alors la banque cantonale de Berne faisait des conditions de prêt avantageuses pour ces gens pour aller se recaser ailleurs, et à un certain moment, la Genève faisait attrait sur ces gens. Puis je pense une fois qu'il y en arrivait un ou deux, il devait se passer le témoin que les autres, puis on est arrivé à coller une vingtaine de familles qui ont fait souche et qui maintenant sont d'excellents citoyens de Genève, quoi. Mais quand on est allé fêter, par exemple, les 90 ans du père Spindon, qui habitait le Crédel, puis qui était à la maison de repos de Versoix, bon séjour, il nous avait dit, mais j'ai été élu au conseil municipal, je parlais pas le français, qui nous disait. Il y avait Anita qui était là, elle n'en croyait pas ses oreilles parce qu'elle est d'origine alémanique aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu politiquement la recherche d'engager tous les Bernois pour faire triompher un parti qui a d'ailleurs largement repris le haut vol pendant des années, grâce à cette immigration bernoise qui en général était du parti radical et qui avait une façon de penser qui était à peu près identique. Alors ces familles-là ont donné un nouveau souffle à l'agriculture, mais c'était l'agriculture d'entre-deux-guerres, c'était l'élevage laitier, c'était des gens d'élevage plutôt que de culture. Bon, moi j'en ai eu qu'un seul âgé qui aura aussi passé 100 ans. Il est venu ici à la commune dans les années, je crois aussi 27, 26.
Ils me disaient, ils allaient au bistrot boire la quetch. Je ne sais pas si mon nom est juste. C'est un alcool très fort. Mais ça, il faut demander aux anciens d'ici. Il y a eu, évidemment, tous ces ouvriers de campagne, ce qu'on appelait un peu les bras pendants, qui allaient d'une ferme à l'autre en journalier. Comme ça, ils étaient moins attachés, ils n'étaient pas salariés au moins, mais comme journaliers. S'ils avaient assez d'argent puis pas de travailler, ben, ils allaient dans les bistrots un peu saoulés. Puis il n'y avait plus rien, ben, on recommençait à travailler. Ça, c'était aussi quelque chose qui se faisait. On a pris 2-3 cuites, mais on les passait, comme tout le monde. Mais on aurait pu se saouler à ce moment-là, parce que moi je me rappelle, disons 25 ans que j'avais, ça fait à peu près, disons 50 ans, 50, 55 ans, 52 ans. Le vin est 1,50 franc dans les bistrots. Le litre. Alors si on était 4 copains, on pouvait boire son litre chacun, hein. Et il n'y avait pas tant d'alcool de gens qui buvaient. Hein. Il y avait un peu les ouvriers agricoles qui buvaient un peu. C'était un petit peu l'habitude des ouvriers agricoles, mais autrement, les autres, pas tant. Parce qu'on avait des ouvriers agricoles, alors c'était le folklore avec ces ouvriers agricoles. Il allait les chercher au mollard là-bas pour 2-3 journées, pour faire les foins, pour faire le boulot, un peu les betteraves. Un peu ôter l'herbe dans les betteraves, ôter l'herbe dans les pommes de terre. Mais il fallait voir cette équipe. Ah, c'était du folklore, ces ouvriers. C'était joli, hein. Ah, papa lui faisait un petit coin. On le mettait soit dans un petit coin où il pouvait sur le foin, avec 2-3 couvertures, on lui donnait un... Ah, on en avait pitié, on lui donnait à manger. On lui donnait un bol de soupe, quoi, un coup de pain de fromage. Papa lui faisait toujours une petite place à un endroit. C'était des beaux diables, c'était... Ah ouais, c'était des beaux diables, ça. Je sais pas pourquoi ils maniaient une vie comme ça, j'en sais rien, mais enfin bref. Ouais. Pour moi, je m'excuse de le dire, les paysans deviennent les robots des écolos. L'engrais est contingenté, les cultures sont contingentées, tout ça c'est pas. Anciennement, donc il y a 10 ans et plus en arrière, on avait le colza qui était contingenté parce que c'était quand même une des cultures qui rapportait le mieux, le plus. Et puis le colza avait un gros avantage, vous le moissonnez avant les autres céréales et puis vous pouvez disposer, préparer le terrain pour l'automne. On a toujours assuré des bons rendements de blé après les colzas parce qu'on n'a pas dû aller sur le sol quand c'est humide, trop pâteux et tout ça. Ça c'était un avantage du colza. Maintenant, il y avait les autres céréales. Avec les nouvelles variétés qui sont plus précoces, on arrive à terminer les moissons. Bon, les hivers plus doux aussi. On termine les moissons fin juillet. Et si je prends 48 au début de la moissonneuse batteuse, c'était la deuxième année, on en terminait les premiers jours de septembre. Oui, la pluie depuis le 2 août jusqu'au 15 ou 16 août, on n'a pas pu mettre les pieds dans les champs, hein. Les moissonneuses batteuses enfonçaient, restaient pris, il fallait un deuxième tracteur pour les sortir, les unes étaient traînées, les autres étaient automotrices, là c'était à ne pas voir la fin. Il y a même des paysans dans le coin qui ont revendu leurs batteuses, ils l'ont acheté au printemps 48, ils l'ont revendu l'automne. Après, c'est sûr, après il nous a conseillé, vous avez tant d'hectares, il faut faire tant d'hectares de colza pour l'huile. On aurait besoin d'huile en Suisse. Alors, on recevait passablement de Berne en somme, presque ce qu'on devait semer, ce qui manquait le plus dans le pays. Parce que pendant la guerre, il n'y avait rien d'ouvert. Alors, Berne, il se mettait en contact avec les paysans et puis il leur conseillait, il nous faudrait vous avez combien d'hectares donc de surface de terre. Alors bon, un il avait ça, l'autre il avait ça. Alors vous, il faudrait nous faire environ 4-5 pauses ou bien 2 pauses ou bien de ci et de ça. Alors on avait commencé à faire un tout, et puis du maraîcher, hein, parce qu'il ne venait rien du dehors.
tout de suite après la guerre, ça a été encore un bon moment qu'on a dû faire. Alors on a fait aussi du maraîcher. On ne trouvait pas parce qu'il n'y avait plus d'ouvriers étrangers qui pouvaient rentrer ni rien en ce moment-là. Les années 40, on l'a pas vu. Hein. La situation paysanne dans les années 35 était très mauvaise parce que il y avait beaucoup de chômage et puis vraiment les prix à la campagne, c'était pas terrible. Hein. Puis les intérêts. Les intérêts, alors c'est d'ailleurs là, c'est pour cette raison-là que mon père, il a dû vendre parce qu'il a essayé d'obtenir des prêts à la banque. Alors c'était des taux impossibles, à 7-8%. Et puis alors quand le rendement était à 2%. Hein. Alors évidemment, c'était pas possible de garder la ferme. Il a dû la vendre. C'est pour ça qu'on est resté fermier. On était beaucoup plus en ce moment-là pour s'aider les uns et les autres. On s'aidait. Moi, je me rappelle, on faisait les foins, ça y avait des nuages. On s'est dit, oh, on va se dépêcher. On n'a presque pas eu le temps de dîner, on a juste dîné, puis on est vite parti pour ramasser le foin avant qu'il vienne la pluie. Et puis nous, on avait fini, et le voisin, il n'avait pas fini. Alors, on a été lui aider. Ça a été, en rien de temps, ça a été fait. Ça se faisait comme ça. Après, ça s'est perdu. Hein. Voilà, ça c'est une photo avant les tracteurs. C'est une photo qu'on arrachait les pommes de terre avec une petite machine, vous voyez. Vous verrez là, une petite machine. Et moi, je conduisais le cheval, mon mari conduisait la petite machine derrière. On les mettait dehors, on les sortait de terre. Et après, eh bien, on le ramassait. Mais avec le cheval. Et avec le tracteur, il y a encore eu quelques années après cette photo qu'on n'avait pas les machines pour aller avec le tracteur. Après, c'était plus rien. On sortait les pommes de terre extra avec les machines. Beaucoup plus, elles sortaient, elles étaient toutes défaites de la terre et tout, parce que ça partait, tandis que nous, avec le cheval, juste ouvrir, qu'on puisse les ramasser. Aujourd'hui, qui est un très beau souvenir, c'est quand on allait livrer les pommes de terre pour les usines, pour chaque ouvrier. Alors c'était convenu, tel jour, telle heure, on sera là, et on faisait la tournée de tous ces clients qui descendent dans la cave, les montées, tout ça, tout avec les chevaux. On partait d'ici avec 4 tonnes de patates, on faisait la tournée de ville, on rentrait de nuit. Ces chevaux, ça ne bougeait pas, c'était au bord du trottoir. Évidemment, c'était facile. Aucune voiture, personne n'était là. Et il y a une anecdote qui me reste encore, oh, c'était peut-être, ouais, un peu plus tard, 2-3 années après. Mais ça, je ne sais pas s'il faut le mettre, ça, non. Non, non. Alors c'était, ouais, on allait livrer les pommes de terre, puis on est arrivé au paquis. Et puis c'est là que mon père m'a dit, ben, on a bien travaillé, on a bien fait. On a été au Café Rome. Je crois qu'il doit exister aujourd'hui. Ben, j'avais, à cette époque, 17 ans. C'était ma première entrecôte que j'ai mangée. À cette époque, à 17 ans, même pas, 16 ans et demi. Première entrecôte, je ne savais pas ce que c'était. Hein. C'est un souvenir qui me reste encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrecôte, c'est du courant. À l'époque, c'est comme le poulet. C'était vraiment du surplus. Une journée de fête. Les paysans d'aujourd'hui, je ne veux pas les critiquer, les paysans d'aujourd'hui, mais à notre époque, ils nous disent qu'on était des bêtes, parce que comme on travaillait pour soigner les vaches, c'était autrement. C'était foin, regain. On faisait encore les betteraves. Les betteraves, on les passait à la machine pour
avec la poussière pour mettre la farine dedans pour donner aux vaches. Et ils nous disaient, mais vous êtes fous, c'est rien que de l'eau les betteraves. Forcément que c'était de l'eau. Mais les vaches, ils mangeaient bien mieux le léché avec la betterave et la farine et la poussière qu'aujourd'hui la farine dans les crèches. Bon, ça va plus vite pour les jeunes maintenant pour soigner le bétail, mais nous on soignait tout comme ça, nous. On ne soignait rien d'autre, hein. Rien. On soignait tout. Puis les pommes de terre qu'on faisait tout à la mare, on en ramassait, pas à la machine. Il n'y avait pas d'outils à cette époque-là. Et puis ensuite est venue toutes les machines inimaginables pour faire les foins, pour la moissonneuse batteuse, pour le blé. Et puis, alors les pommes de terre, on les a toujours arrachées, mais on avait une machine tournante pour arracher les pommes de terre. Puis après est venue une machine spéciale qui les ramassait carrément dans le sac. Ça nous aidait beaucoup parce que on n'avait pas seulement grande pommes de terre. Et puis on était bien content de les avoir au même endroit pour pouvoir avoir la machine. Ça valait la peine de déranger. Alors ici on se trouve à Bossy, dans la cour, où il y avait Isabelle Neve qui a vécu pendant très très longtemps. C'était une musicienne très connue qui jouait du clavecin. Elle a fait des concerts dans le monde entier. Elle a aménagé une ancienne grange où justement c'est un auditorium où les privilégiés, parce que malheureusement il y avait peu de gens qui pouvaient assister vu que c'est très exigu, où elle donnait des concerts. Et on est très très content d'avoir une personne comme ça qui était connue dans le monde entier. Donc ça a fait connaître Collet-Bossy. Et du reste, la commune a fait une rue qui porte actuellement son nom. Et je pense qu'elle serait fière. Son mari était très connu parce que c'était le docteur Neff. Il avait un cabinet à Versoix. Et je peux vous dire qu'à l'époque, dans les années 50, il n'y en avait pas beaucoup. C'était vraiment médecin de campagne, très très gentil, qui se déplaçait forcément chez tout le monde avec les moyens de locomotion qu'il avait. C'était vraiment un couple qui était vraiment apprécié dans la commune. La vigne, son évolution à la fin du 19e, il est arrivé le phylloxéra qui avait ravagé les vignes. Il y avait beaucoup plus de vignes qu'après. Il faut dire qu'à l'époque, les vignes produisaient peu, et puis que les gens buvaient beaucoup, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et le phylloxéra, c'était le drame pour eux, parce que tout d'un coup, ça raréfiait les vignes jusqu'à ce que soit trouvé le greffage. Seulement, c'était les vignes qui étaient fossoyées à la main, qui étaient labourées avec le cheval. C'était énormément de travail manuel. Le traitement, c'était à la boyado, donc c'était un système de production qui était pénible. Et dans des vins sans renommée comme ceux de Collet, qui n'ont pas des prix de vente suffisants, c'était la mort de la vigne, quoi. Alors la vigne avait pratiquement faibli, pas disparu complètement, mais presque. En 1950, il y avait même des primes d'arrachage. Les derniers parchets de vigne, il en restait 3, quoi. Oui, à Bossy un petit peu ce qui était le mieux exposé. On avait un tout petit peu de vigne que mon papa a arraché, parce que ça valait pas la peine. Et alors là, on a fait que les vaches, le blé, les pommes de terre. Et c'est bien après qu'on a replanté de la vigne. Oui, mais les vendanges étaient encore un folklore, parce que c'était joli. Parce qu'ils vendangeaient au bidon. Puis il y avait la... Comment ça s'appelait là? Ils mettaient le raisin dedans, la brante. La brante? Ils avaient des bidons, ils vendangeaient, ils avaient la brante. Et puis ils vidaient les bidons dans la brante. Puis quand la brante était pleine, on se mettait 2 de chaque côté pour lever la brante. Pour la mettre au dos. Ils partaient avec la brante. Puis ils allaient la vider dans le char, là, dans le tonneau. Là, il y avait un tonneau qui remplissait dedans, là. Comment ça, on peut dire ça? Une bossette? Non, là, on va le voir. Qui vidait dedans. Après, quand c'était plein, il venait là.
Monsieur Pasquet était là, il avait un grand machin immense, je ne sais pas comment ça s'appelait là. Alors il roulait le tonneau dessus pour vider la vendange, parce qu'il mettait un panier pour recevoir le jus, pour que le mât reste d'un côté puis qu'il puisse prendre le jus, pour pas tout presser en même temps. Alors c'était un folklore, ça c'était joli ça. Alors les vendanges, on n'avait pas beaucoup de vignes. On avait une pause écart. Alors vous voyez ce que c'était? Une pause, c'était 27 arts. Mais alors, mon papa, déjà, pour travailler le raisin, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. C'était tout à la boye, c'était tout au rabelais. On n'avait pas les tracteurs, rien du tout. Il faisait tout à la main. Et puis alors, les vendanges, eh bien, c'était la journée de fête. Nos parents de Saint-Genis venaient, le boulanger Marquard s'arrangeait de faire sa tournée en vitesse, puis s'arrêter chez Sberonne. La maman faisait le gros rôti avec le légume, et puis on allait tous vendanger avec le bidon, et puis il y avait encore il y a une espèce de moulin où ils pressaient le raisin, qu'ils mettaient dans les brantes, et après ils y portaient dans le pressoir. Et c'était très gai, ça rigolait. Si quelqu'un laissait un grain de raisin, alors il était repéré, et on appelait ça « il se faire moller », c'est-à-dire c'était pour aller embrasser la fille qui avait laissé un grain de raisin. Alors que maintenant, vous en laissez des 2000 kilos dans la vigne. C'est vrai, c'est drôle, hein? Vous me faites penser, vous me remémorez tout ça, c'est vrai. Et puis après, quand tout le monde, bon, on se dépêchait, tâchait de faire ça d'un jour, et tout le monde partait avec un panier de raisins, puis les voilà contents. Il n'était pas question ni de paye, ni rien du tout. Après, mon papa faisait du vin, c'est lui qui travaillait le vin. Une fois qu'il commençait à tourner, à être bon, alors on l'invitait, on faisait un jour un souper ou un dîner, puis il venait goûter le nouveau. Et il n'y avait pas je sais pas, ce besoin d'argent, combien je te dois ou comme ça. On n'aurait même pas osé leur demander, parce qu'ils auraient dit, mais t'es fou. Mais c'était une fête, la vendange. Ceux qui portaient la brande, c'était lui qui embrassait les filles, quand il trouvait toujours une grappe de raisin. S'il ne la trouvait pas, il la mettait. Non, ça arrête-tu. Mais tout ça maintenant, c'est un peu... Bon, il y a la machine à manger, ça a tout changé. Mais la vendange le soir, c'était le soir, c'était... Surtout, bon, chez nous, c'était vendanger beaucoup, des petites quantités par des voisins, des connaissances, mais prenez dans le mandement, c'était des équipes d'Italiennes qui venaient en général. Ils venaient pour les efforts, ils venaient pour les vendanges. Alors c'était le bal le soir, l'accordéon, puis ça dansait. Du reste, on en a eu beaucoup de jeunes vignerons qui ont marié des effeuilleuses, hein, dans le mandement. Beaucoup qui ont marié des Italiennes. Mes parents étaient petits paysans. On avait à ce moment-là 6 vaches. Petit à petit, on avait agrandi un petit peu. On devait beaucoup aider à la ferme. On allait même
aux betteraves, arracher les betteraves en automne. Et petit à petit, eh bien, ça s'est mécanisé. On a pu acheter un tracteur et puis ça a vraiment changé. On avait effectivement, un cheval, après 2 chevaux, et quand on labourait, eh bien, on faisait avec un autre paysan, comme il fallait souvent, comme c'est de la grosse terre, il fallait souvent 4 chevaux. Alors on faisait ensemble, on labourait. Alors on allait chercher 2 chevaux chez un paysan et on lui prêtait les 2 nôtres quand c'était son tour de labourer. Ça, c'était aussi un grand changement pour nous. Après, il y avait les moissons. C'était aussi, il y a des fois, on avait tout fini de mettre en moyette, les voisins n'avaient pas fini, on y allait aussi. Tout ça, ça s'est perdu parce qu'il est venu toutes les machines. C'est les machines qui faisaient. Il n'y avait plus besoin de faire des moyettes, il n'y avait plus besoin de... On passait avec la moissonneuse-batteuse, ça battait et puis ça rentrait le grain. Moi, je me souviens dans mon enfance, nous, on était une famille nombreuse, 8. Il y avait 5 ouvriers, puis quand il y avait la batteuse qui venait l'automne, parce qu'ils battaient le blé en automne, on était jusqu'à 15-18 personnes à table. Alors, ça impressionne par rapport à ce qu'on a connu après, quoi. Après la différence, on était sur sa moissonneuse batteuse jusqu'à minuit, puis à 7 h le matin, on recommençait pour conditionner le grain ou conditionner la récolte de la veille, etc., quoi. C'est là qu'on voit l'évolution, puis elle se fait par saccades. Alors maintenant, bon, OMC oblige, importons, les produits d'Australie sont bien meilleurs marché. Quand on voit les surfaces qu'il y a là-bas, on peut le comprendre. L'agriculture maintenant est en train de se chercher un nouveau souffle, et quand c'est qu'elle le trouvera, ça je ne sais pas. Alors. Parce que, économiquement parlant, c'est vraiment difficile maintenant pour les gens de se restructurer. Bon, il y a le système fédéral, c'est... On vous paye, on vous fournit des indemnités pour ne plus produire, pour produire beaucoup moins, mais avec moins d'engrais, moins de traitements, etc. C'est un caprice de pays riche, ça, parce que s'il n'y avait pas le blé américain, ou bien le blé australien, ou bien le blé argentin, je ne sais pas ce que mangeraient les gens. Quand je dis le blé il nourrit l'homme, mais il nourrit aussi les animaux, quoi, qui font les œufs, qui font que ce soit la viande, etc. On a connu la paysanne depuis qu'ils avaient les chevaux, depuis qu'ils faisaient le blé à la faux, qu'ils fauchaient, ils mettaient un cerceau dessus, puis ils fauchaient le blé, puis on faisait des jovelles avec des liens. Boucles avec et puis on les montait comme ça, les boisseaux. Puis après, quand c'est fini ça, on avait les chevaux qu'on fauchait avec la faucheuse, on tirait avec le râteau pour faire les jovelles et tout, puis on les reliait nouveau comme ça. Puis ça a été quelques années, je ne sais pas combien d'années. Ça fait peut-être des dizaines d'années d'intervalle. Et puis après, on a eu la lieuse. La lieuse qui faisait les jovelles. Avec, on faisait les moyettes pour les mettre en croix comme ça, les moyettes. On a fait aussi une dizaine d'années. Et puis après, on a eu la moissonneuse-batteuse, la première moissonneuse-batteuse, mais il n'y avait pas de trélise dessus. Il y avait, pour mettre des sacs, il y avait des sacs de 100 kilos qu'on mettait dessus pour qu'on glissait en bas. Je sais que mon père, qui était des 3 qui ont introduit les premières moissonneuses-batteuses dans le canton de Genève, eh bien, lui, il avait eu la chance de voyager en étant jeune, ça lui avait ouvert des horizons, et il était parti courageusement, tête baissée dans cette voie, et au début les gens disaient c'est des feignants ceux qui ont des moissonneuses batteuses, c'est pas bon, ça travaille pas bien, et puis en fait ça s'est imposé, mais il a fallu une bonne dizaine d'années avant qu'elle s'impose.
Et puis au début, elles étaient très fragiles. C'est des moissonneuses-batteuses américaines qui n'étaient pas très bien adaptées à nos régions. Et puis après, bien, c'est devenu des machines de plus en plus perfectionnées, quoi, qui se sont imposées très très largement et qui permettaient à un homme seul de récolter le blé où il aurait fallu 20 personnes avant. Ça, c'est un aspect des choses. En 1947, c'est la première année qu'il y a eu des moissonneuses-batteuses sur le canton de Genève. Il y en avait même 5, pour vous dire. Le voisin en avait une, il nous a fauché le domaine. Et nous, on allait botteler. Il y avait les botteleuses que vous voyez qui ramassent la paille dans les champs. Et alors là, il y a eu l'évolution, que peut-être vous avez vu gentiment, améliorer les batteuses, faire des pneus plus larges, on avait la mise en sac. Ensuite, avec le manque, c'est toujours par le manque de main-d'œuvre que la mécanisation a été poussée. Ensuite, il y a eu les trémilles, donc c'est les réservoirs dessus, et là, il fallait des chars ou des remorques à grosse cuve où on versait dedans, par la roue, le tuyau que vous connaissez, où on vide maintenant. Et de là, on allait dans la ferme, il fallait encore le disposer. Alors à la ferme, il fallait encore avoir toute une installation. On remettait cette céréale dans un trou, fosse de réception, comme on l'appelle, avec une vis sans fin. On la retirait dehors assez haut, où elle passait dans un trieur. Elle était nettoyée, donc, parce qu'il y avait quand même les impuretés. Et puis elle allait en silo. Alors ces silos au départ, il fallait aussi les ventiler, surtout la nuit, les refroidir. Si on fauchait dans les grandes chaleurs l'après-midi, bien le blé ne se refroidissait pas comme ça, quand il y a toute une masse. Et puis on a eu les bonnes et les mauvaises années. Alors où il faut sécher, on ne peut pas faucher, parce qu'il y a attendre que ça soit sec, vu que la météo nous annonce la pluie. Oui, alors les travaux au début, avant la guerre même, qui se faisaient tout avec les chevaux. La traite à la main, on avait une laiterie au village, on amenait le lait au village, et puis qu'on revendait du lait. À ce moment-là, on était 14 producteurs de lait, tandis que maintenant, on est tombé à 1 producteur de lait. Colet aussi, c'est à peu près ça aussi, vous voyez. Alors c'était matin-soir, c'était un peu le lieu de rencontre. Surtout le soir, le matin moins. Mais le soir, c'était le lieu de rencontre un peu de ceux qui amenaient le lait, ou c'était les bergers, ou c'était les patrons. Il y en a qui profitaient d'aller boire le verre de blanc avant de rentrer, vous voyez. Ça, c'était un peu courant. En 1939, qu'il y a eu la déclaration de la guerre, là. Alors évidemment, là, quand tout le monde est parti, les ouvriers, mes frères... mon père, tout le monde est parti à l'armée, donc ils ont été... Alors on est resté plus que les deux là, avec 60 vaches, et puis tout le bétail, les chevaux, tout ça. Il a fallu s'en occuper. Alors on a fait appel à l'armée, donc à la troupe territoriale, pour qu'ils nous envoient du monde, des soldats, pour nous donner un coup de main, pour faire le boulot là, quoi. Et puis, bon, ben... À part ça, il y a eu pas mal d'anecdotes. On a eu aussi la fièvre afteuse en 1937. Là, c'est la première fois qu'ils n'avaient pas tué le bétail. On a dû le soigner. Mais on a dû quand même, par la suite, le remplacer totalement, quoi. Parce que il y a des séquelles qui sont restées. Hein. En 1937-1938, juste avant la guerre, il y avait la fièvre afteuse. Alors ils avaient bloqué le village, on n'avait pas le droit de sortir du village. Alors même pas des fermes. Alors on soignait les bêtes, mais nous on est arrivé qu'ils ont vacciné les bêtes. Avant ils les tuaient toutes, mais après ils les ont vaccinées. Alors on couchait dans l'écurie, on nous portait à manger, on était confinés dans la ferme, où il y avait les barrières et tout. Mais à l'époque, il y avait le secrétaire du bétail, il avait 3 vaches. Et puis il avait des copains, donc il y avait mon père, et puis il y avait aussi un voisin qui avait la fièvre afteuse, parce que nous on avait 2 fermes. Moi j'étais confiné dans cette maison-là, parce que c'est nous qu'on louait la maison avant, ici. Puis mon père était confiné à la ferme de l'autre côté, où j'habite maintenant. Alors ils avaient les deux, il y a le voisin, mon père, ils avaient la fièvre afteuse.
Mais l'inspecteur du bétail, au lieu de faire respecter la loi, qu'est-ce qu'il faisait? Il portait à boire à mon père, aux voisins, puis ils jouaient aux cartes ensemble. Mais il est le seul d'avoir fréquenté des écuries qui avaient la fièvre afteuse, mais lui, il l'a pas ramassé. Lui, il a ses vaches, ils ne l'ont pas eu. On faisait très attention. Je me souviens qu'un matin, mon papa se levait très tôt pour aller traire les vaches. Et puis, il vient déjeuner à 7 heures en disant bon, on a la fièvre afteuse, je crois. Il y a une vache qui ne mange pas, elle est toute fiévreuse. Il a fait venir le vétérinaire et il lui a dit c'est la fièvre afteuse. Alors, à ce moment-là, on ne tuait pas le bétail, mais on était séquestrés pendant 40 jours. Alors, vétérinaire cantonal, on devait soigner les bêtes. Et on était séquestrés, on avait une grande corbeille pour mettre des commissions si quelqu'un nous apportait quelque chose. Le courrier, on était vraiment pestiférés. Mes deux sœurs travaillaient à Genève. Eh bien, elles ont dû partir, désinfecter, tremper les pieds dans du formol. Le vétérinaire cantonal était là parce qu'elles étaient pestiférées. Elles ne sont pas rentrées pendant 40 jours. À Bossy, il y avait la laiterie. C'est là que les paysans venaient livrer leur lait et c'est là que nous allions, avec le bidon, chercher 1 litre, 2 litres de lait, suivant les besoins de la famille. Et il y avait eu la fièvre afteuse, donc le village avait été barré également avec une corde sans doute. Au-delà de cette corde, il y avait des gens qui étaient équipés, qui réceptionnaient nos bidons, qui allaient chercher 1 litre de lait, qui nous le rapportaient, qu'on rapportait à la maison. Combien de temps ça avait duré, combien de bêtes avaient dû être abattues, je ne sais pas. Mais la fièvre afteuse, c'était quelque chose qui était terriblement craint par les paysans à l'époque. Alors, comme moi, je faisais le tour du village pour aller chercher les bidons, pour aller à la laiterie. On n'allait pas à la fruitière, nous, parce que mais on pouvait aller chercher les bidons qu'ils avaient posés au bord de la route, et puis on allait là pour aller à la fruitière. C'était ma tante qui était notable là-dedans, après ma mère. Alors c'était comme ça. Et puis on a fait la fièvre afteuse, puis après c'était pas la fièvre affectueuse, puis après alors ça s'est un peu tassé, puis voilà, puis après il y avait la guerre. Oui, on a fait on a fait la mob. Hein. Bon, c'est pas en 39? Non, c'est la guerre qu'il y a eu au mois d'août. Mais je ne me rappelle pas. Au début du printemps, alors je sais que c'était au début du février-mars. C'était avant, 38, par là. Je sais pas. La fièvre afteuse, là, ouais. Oh, on en avait 3-4 vaches, là. Il fallait porter le lait. Ils avaient mis une boîte à la bout de l'avenue, là. Une boîte, quoi, de l'étrigonie. On mettait le lait dedans, il y avait une étiquette. Oui, la fièvre afteuse. Et puis là, il venait le vétérinaire pour aller faire les vaccins. On ne devait pas sortir encore. C'était quand le père avait été opéré. Mais oui, oui. En 38, je crois. 37 ou 38. Ouais. C'était juste avant la guerre, 37, ouais, 38. mon papa, il avait une hernie. Enfin, il a déjà quelque temps qu'il l'avait. Et puis le docteur, il habitait là, on l'a fait venir, puis il a dit, Monsieur Fouic, maintenant, il faut vous faire opérer. Et puis nous, on ne peut pas aller à l'hôpital, on n'avait pas le droit de sortir de la cour. Et là, il fallait soigner les bêtes. Il fallait installer dans les écuries un fourneau, il fallait qu'elles aient très chaud, parce que c'était une fièvre afteuse, comme on dit. Et puis alors les porcs, tous les jours, badigeonner les porcs, la bouche des porcs avec une espèce de, je sais pas, quelque chose qu'on nous avait donné. Alors ils faisaient de ces cris, c'était pas drôle. On avait beaucoup de porcs à ce moment-là. Et puis après, c'est venu chez un autre paysan, puis encore un autre. Enfin, ça s'est propagé. Et après, ils ont décidé de tout tuer.
qu'on ne pouvait plus soigner, c'était pas la peine, il y en avait trop. Mais cette fièvre acteuse, c'était encore un folklore parce que Oh, c'était pas si bien que ça, il fallait tout. pour faire les barrages, ils mettaient les chars à échelle. Vous savez ce que c'est, les chars à échelle? Ils mettaient les chars à échelle au milieu de la route. Ah, je vais faire la barrière. Ce qui était embêtant, c'est que c'était déjà tout bloqué. Il fallait aller chercher le pain à la douane, parce qu'ils déposaient. Ils n'avaient pas le droit de venir. Mais ça fait toujours 3 semaines pendant que le cas était découvert. Puis après, ben, ils désinfectaient. Mais comme les filles Beren qui allaient à l'école en ville, eh ben, elles ont dû quitter aussi, passer à la désinfection, et puis rester à Genève. Bon, il y avait de la parenté, alors ça allait, hein, mais autrement c'était... Puis celle qui faisait l'école ménagère, ben, elle voulait continuer. Hein. Parce qu'il disait pour 15 jours, mais on ne savait pas combien de temps ça pouvait durer. S'il revenait un cas entre deux, alors ça recommençait. Mais là, il y en a bien qui ont perdu leur bétail, puis c'est là que ça commençait à avoir de la peine à reprendre le petit. Celui qui avait que quelques vaches qui a dû les tuer. Et puis le passage des routes, le peu de cars et de camions qu'il y avait qui passaient, il fallait qu'ils roulent dans la sûre qui était désinfectée, vous voyez, pour pas que les rousses deviennent empoisonnées par la fièvre afteuse. Alors, vous voyez, là on se trouve à la Vieille-Bâtille. Alors c'est complètement isolé. L'hiver, c'est pas évident de venir. Alors lorsque c'est gelé ou qu'il y a un peu de neige, ben, je prends ma voiture. Et puis là, vous voyez les champs où François Durafour, le pilote, s'est envolé pour la première fois. Donc c'était les pionniers. Et c'était le petit coin en train de l'époque. Alors voilà, mais c'est très bien. À bientôt. Il y a eu à la Vieille-Bâtille un petit aéroport où des aviateurs comme Durafour et Dufaux, étaient des aviateurs genevois, ont eu leurs avions et ont atterri. Donc c'était avant Cointrin un terrain d'aviation à Genève. Son histoire est malgré tout assez brève puisque c'est en 1910 que le club suisse d'aviation obtient l'autorisation d'utiliser le terrain de la Vieille-Bâtille, et ce n'est qu'à peu près vers la mi-1911 que François Durafour débarque ici avec son avion Dufaux. Il vient de trouver un contrat à l'école d'aviation d'Avanches et il doit faire la publicité des avions Dufaux Fayou-Base, et notamment parce qu'il va y avoir à Genève et tout autour du lac un certain nombre de compétitions où cet avion doit concourir. Il est donc vital pour Durafour d'être présent sur tous les concours et de mettre en valeur cet appareil. Et ça sera son activité principale durant l'année 1911 en tout cas, puisqu'il y a notamment le prix de la Rade, le prix Bellerive, le prix de la hauteur et différents autres prix qui sont à concourir dans le canton. Il faut se mettre dans l'idée qu'en 1911, il n'y a pas plus de 10 avions sur le territoire genevois, en comptant ceux des frères Dufaux, en comptant les quelques appareils que les Dufaux ont vendus à différentes personnes. Malgré tout, le terrain de Collet-Bossy est assez exigu et François Durafour ne manquera pas, lors d'un décollage, d'accrocher son avion dans les arbres à la périphérie du terrain. Et c'est alors que son ami également de l'école d'aviation d'Avanches, qui s'appelle Paul Wyss, un autre aviateur, vient le rejoindre sur le terrain de Collet-Bossy. Durafour est sans avion, il l'a laissé dans un arbre, il ne peut pas concourir pour le prix de la Rade, pour le prix Bellerive, et Paul Wyss va essayer de conquérir ces deux prix en l'absence de Durafour, mais finalement, durant la fin 1911, Durafour a réparé son avion, il concourt à nouveau pour le prix de la Rade, et c'est lui qui va enlever ce petit et prestigieux trophée genevois. Ah non, je ne me souviens pas de Durafour. Mais alors, ce que je me rappelle, c'est à l'école du dimanche, on recevait un petit journal, et ce que je me rappelle, c'est qu'en Ulguest et Colly,
ont traversé pour la première fois l'Atlantique. Et il y avait même une chanson « Je pars sur mon oiseau blanc, t'inquiète pas maman, je reviendrai vite. Car c'est pour notre industrie que je vole de Paris à la Grande Amérique. » Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté parce que j'ai gardé ce petit journal qu'on nous donnait à l'école du dimanche. Ah, puis l'école du dimanche, il faut que je vous en parle. L'école du dimanche, eh bien, quand j'étais petite, eh bien, elle se donnait au château de Collet par la famille Borel, qui est une vieille famille. Alors le dimanche, tout beau, astiqué, souillé vernique, la maman avait bien astiqué, des tresses avec des beaux nœuds. On partait au château, chez Madame Borel. Durant l'année 1912, il n'y a pas beaucoup d'activités sur le terrain de Collet-Bossy parce que Paul Wyss et François Durafour sont allés s'inscrire dans une tournée aéronautique qui est partie en Amérique du Sud et ils vont notamment voler au San Salvador, au Guatemala, à Cuba et même au-dessus de la Statue de la Liberté à New York. Le terrain sera vide pendant plusieurs mois. Ce n'est que vers la fin de 1912 que nos deux aviateurs sont de retour et que Durafour continue à faire la promotion des avions du faux. Mais Durafour, il a atterri au Mont Blanc. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... Je crois que sa famille était originaire de Bossy, parente avec les Mercier, justement. Durafour. Oui, c'était l'oncle à mon père. Ils habitaient la maison en arrivant Bossy, qui est tout au bord de la route. Puis son frère était boucher à Versoix. C'est des gens qui ont un peu voyagé. Son frère était cuisinier à Paris. Vous voyez, des gars qui aimaient boucher. L'année 1912 verra un petit meeting d'aviation se passer à Collet-Bossy. François Durafour, avec un seul appareil, fera des démonstrations devant le public genevois. L'année 1913 ne voit pas beaucoup d'activités sur ce terrain, bien qu'on y tente toujours des divers prix d'aviation qui se pratiquent autour de Genève, dans la rade, etc. Peut-être une anecdote, le premier avion à avoir survolé la ville de Genève, à avoir contourné les tours Saint-Pierre, à avoir survolé la ville et la rade, c'est François Durafour qui l'effectua en 1911. Nous voilà arrivés carrément avant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1914 et le principal fête aéronautique qui se passera dans le canton, c'est le vol depuis Collet-Bossy de l'avion de Perdussin, piloté par un autre genevois qui s'appelle Agénor Parmelin et qui va survoler le Mont Blanc, se poser à Aoste et à Turin. C'est le dernier vol record d'altitude avant la guerre, c'est le plus haut sommet d'Europe qui est ainsi vaincu au départ de Collet-Bossy. En parlant d'aviation du premier aérodrome de Genève, je peux vous dire qu'ici actuellement on sort sur les lieux où étaient les premiers hangars. Mon père a acheté le domaine en 1922, il y en avait encore un, et ce hangar n'a pas quitté la commune, il se trouve à l'extrémité sud, au lieu dit le hameau de Virlou. Il a été remonté là-bas. Mais ici, depuis, il n'y a plus rien eu, depuis 1922. Il y a eu aussi des projets de golf à la même vieille bâtie. Et là, on raconte des choses très amusantes. On dit que le père Baumgartner avait été péniblement convaincu par la société de golf, donc une société très choisie, genevoise, de vendre son terrain pour y faire un golf, et que la famille n'était pas d'accord. Et le papa avait promis, mais après de longues hésitations, de se trouver chez le notaire tel jour. Et tel jour, M. Baumgartner n'était pas au lieu du rendez-vous. On a attendu pendant 1 heure, on est allé se renseigner, et puis on a trouvé que le père Baumgartner avait été séquestré, tout simplement par la famille, pour qu'il soit empêché de signer ce bail. Ce qui n'a pas empêché
la famille Baumgartner de nos jours de développer un golf un peu miniature qui est installé actuellement. Donc il y a des continuités dans la commune. Pour l'agriculture, la diversion devient presque une nécessité. Vivre aujourd'hui de l'agriculture, il faut des grandes surfaces. Comme ici ce n'est pas le cas, il faut trouver autre chose. C'est pour ça que j'avais été avec un ami en Espagne, et puis au bord de la mer, et là il m'a fait visiter, lui est un grand golfeur, et là il m'a fait visiter beaucoup de golf et beaucoup de pitch and putt. En somme, ces pitch and putt, ce sont des golfs un peu réduits, qu'on appelle pitch and putt, parce qu'on peut jouer avec 3 clubs. Les distances sont de 70 à 150 mètres. Et j'en ai vu plusieurs en Espagne, ce qui m'a donné un déclic. En revenant, j'ai parlé avec Nicolas, parce qu'il cherchait aussi une certaine diversification, et ça lui a tout de suite plu. Il s'est renseigné, il a été de l'avant, il a trouvé des grands golfeurs qui l'ont conseillé, et des professeurs de golf, des géomètres qui planifient des golfs, qui font le programme. Et comme ça a été de l'avant. Mais évidemment, pour avoir l'autorisation et pour faire quelque chose, ça a quand même été 4 ans et demi. Alors aussi, en 1947, nous avons organisé avec M. Gaulard de Bellevue, qui est un des fondateurs d'Air Glacier, moniteur de petits avions. Nous avons organisé un meeting d'aviation un dimanche. Il y avait 8 avions qui volaient tout l'après-midi. À 5 heures du soir, ils ont dû arrêter de vendre les billets, tellement que ça a eu du succès. On a terminé à 8 heures du soir. Je devais avoir peut-être 12, 13 ans. Oui, bah écoutez, ça fait 65 ans en arrière, à peu près. Oui, oui. Non, 60 ans, soyons logiques. Et là, nous, on faisait avec les voisins, Maréchal, plusieurs qu'on était là, on tenait la buvette, on vendait des sandwichs, on vendait certaines choses. Et c'était notre première, qui me reste un peu, où on a gagné un peu d'argent. Ah, ces petits sous qu'on avait gagnés, quand on pouvait se partager, après toutes ces journées de travail, de meeting, boissons, sandwich, tout ce qu'on a fait, si on avait chacun 10 à 15 francs à la fin de la journée, on était heureux. Oh, c'était de l'argent. Oh mon Dieu, de l'argent de poche, il n'y en avait pas à cette époque. Hein. Alors c'était des bons souvenirs, oui, encore maintenant, à mon âge, je me souviens toujours de ça, quoi. Et là, il y avait des pilotes, dont Gola, Bengueli, Mulebar, qui ont fait le meeting ici. Qu'est-ce que l'aviation entre 1910 et 1914 sur un champ comme celui de Collet-Bossy? Il faut se remémorer qu'on est là à l'époque des pionniers. Vous savez, un avion, il y a un compte-tour pour le moteur, il y a un thermomètre pour la température de l'huile, et il n'y a rien d'autre. Dès qu'on est en l'air, on est tout seul. Au sol, il n'y a pas de tour de contrôle, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. On est livré à son triste sort et il faut être très attentif aux arbres, aux poteaux électriques, à tout relief autour de soi dans la nature. Avant de se poser, il est évident qu'il faut faire un passage en rase-motte sur le terrain pour voir s'il n'y a pas un trou, un animal, un objet oublié par un cultivateur. C'est l'époque des pionniers, c'est l'époque où les avions ne portent pas de numéro, c'est l'époque où les pilotes n'ont pas l'obligation d'avoir un brevet d'aviation. C'est un véritable sport, il faut être mécanicien dans l'âme. Pour 1 heure de vol, ce qui est à peu près le maximum que permet un moteur de l'époque en autonomie, il y a à peu près 7 ou 8 heures de maintenance de l'appareil. Il faut être un bon mécanicien. Outre le moteur, il y a le bois qui constitue le châssis de l'appareil, il y a les cordes à piano métalliques qui tendent tous ces bois entre eux, il y a la toile qui revête complètement la carlingue ou l'embryon de carlingue, et il y a tous les problèmes d'hélice, de réglage d'hélice, d'hélice abîmée, d'hélice mal centrée. Il faut donc être courageux,
téméraire, un bon bricoleur, et il faut compter sur personne. Il faut dire qu'Antoine Maréchal avait fait le baptême de l'air à plus de 80 ans, ce qui est assez extraordinaire à l'époque, parce que c'était les tout débuts de l'aviation, hein, puisqu'il est mort en 19. Mais alors là, il s'était développé cette idée parce que le terrain s'y prêtait pas trop mal, mais ensuite, je crois, ce qui leur a fait choisir Cointrin, c'était la distance depuis la ville. À l'époque, ils n'avaient pas l'idée qu'on a aujourd'hui de voir un aéroport qui est presque en ville. Hein. Ils n'avaient pas cette crainte. Alors, je crois que ce qui avait fait faire le choix de Cointrin, c'était beaucoup plus près. Il y avait moins d'aménagement, d'infrastructures à faire. À tel point qu'il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, il y a Dominique Obserre, qui est maintenant, je crois que c'est la même personne, qui est président du Parti Socialiste, cherchait à vendre un bois, ici à la frontière, Bois-Chaton, route de Bois-Chaton-Frontière. Et puis il a téléphoné plusieurs fois à la commune si on était d'accord, puis j'ai dit oui peut-être, il faut que je pose la question au conseil, puis il me pressait comme ça, puis j'ai dit vous êtes bien passé dans... Vidéo, ce terrain, c'est mon père qui l'avait acheté pour spéculer à l'époque de l'aérodrome. Ça m'a fait rire parce que pour un socialiste, c'était pas élogieux de dire qu'il spéculait sur le terrain. Parce qu'il avait pressenti le développement de l'aérodrome dans la direction de ce bois. Puis ça s'est pas passé comme ça. Cet aérodrome s'est pas développé. Fin de la guerre, il y a eu, moi je dirais 3 meetings aériens. Il y en a peut-être eu plus, mais moi je me souviens de 3. Oui, c'était le père Gola qui était garagiste à Bellevue, qui était un passionné d'aviation, qui venait faire des baptêmes de l'air, organiser des baptêmes de l'air. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la carrière, la vie du terrain d'aviation de Colet-Bossy n'aura duré que de 1911 à 1914. Eh bien tout simplement parce qu'en 1914, il y a la Première Guerre mondiale, et la Suisse est obligée, comme toutes les autres nations, de se constituer une aviation militaire. Tous les pilotes sont réquisitionnés, tous ceux qui ont un avion notamment, et tous ces pilotes arrivent à Berne avec leur propre avion personnel, ce qui constitue une flotte très hétéroclite d'appareils inaptes pour la guerre, puisque c'était essentiellement des appareils, on va dire, pour le plaisir sportif. Du coup, la Berne fédérale va mettre la mainmise sur l'aviation qui était jusque-là qu'un sport individuel du monde privé. Il va être interdit de voler durant toutes les années 1914-1918, donc il n'y aura pas d'activité sur le terrain de Colet-Bossy, qui est d'ailleurs à quelques mètres de la frontière française, pays qui était en guerre, qui aurait pu à la rigueur servir de terrain pour les militaires quand ils arrivaient sur le canton de Genève, mais les militaires ont préféré se poser de temps en temps près du cimetière de Saint-Georges, où ils étaient là beaucoup plus éloignés des frontières du canton. La guerre se termine en 1918 et nous nous trouvons dans une situation où de très nombreux pilotes sont démobilisés, ils ne savent pas quoi faire d'autre que d'utiliser leurs compétences aériennes. Il y a également des centaines, voire des milliers d'avions militaires qui sont mis sur le marché à des prix dérisoires. Ils se fondent alors les premières compagnies de transport aérien et Durafour sera parmi les premiers à se servir de cette opportunité. Il sera notamment le premier pilote à transporter un passager entre Paris et Genève. Le canton veut donc avoir son véritable aéroport de transport commercial. Et des tractations se passent dans le canton pour définir un emplacement apte à cette situation. On se bat tout d'abord autour du plateau de Vessy, mais les habitants du plateau font les oppositions nécessaires pour qu'on aille voir ce terrain ailleurs. On essaye de regarder si le territoire de Saint-Georges utilisé par les militaires peut être étendu et transformé en véritable aéroport. La surface est trop courte. Vient alors l'idée de reprendre le terrain de Colet-Bossy et de l'associer avec des parcelles qui se trouvent sur toutes les communes suisses alentours pour créer le premier aérodrome commercial genevois. Hélas, là aussi, les habitants de la région vont faire opposition à ce projet. La dernière solution qui sera finalement trouvée, c'est d'utiliser la zone de Cointrin, de Mérin-Cointrin, essentiellement occupée par des marécages que personne ne revendique. Et c'est sur ce territoire, c'est sur ce village de Mérin que s'établira finalement le premier aérodrome commercial
de Suisse romande, qui sera d'ailleurs en même temps le premier aérodrome de Suisse et aussi le premier aérodrome de Suisse à recevoir une piste en dur pour les appareils venant maintenant d'Allemagne, de France, d'Italie, de toute l'Europe. Alors, le foot de Collet-Bossy est né en 1962. On était une équipe, là, 5-6 à Collet. C'est M. Calam qui avait lancé un peu l'idée, parce qu'on s'entraînait toujours derrière l'école, on jouait au foot, puis il disait « Ah, mais il y a beaucoup de gamins, on va faire un club à Collet ». Parce que ceux de Collet jouaient à Versoix à l'époque. Et puis, tout d'un coup, on a dit si on arrive à monter une équipe, on se lance. Et puis, on était trouvé un paysan de Collet qui louait un terrain. Et puis, il était d'accord de nous le mettre à disposition. Alors, avec des copains qui avaient des tracteurs et tout, ils ont arraché les arbres. Et puis, on a fait la demande à la CGF. 2 mois après, on était admis. Et puis, on commençait le championnat. Et là, l'artiste, ça va? Les fabricants et producteurs de logiciels de France, qu'ils soient de nationalité. Tiens, je vois. Regarde la belle bouche qu'il a là. Ouais, non, doucement, je viens de le coller. Bon, c'est pas de ma faute. Il est une pince. Ouais. C'est Joseph Crispini, d'Ipino. Il était président du club pendant 20 ans. Presque, ouais. Presque. Membre fondateur du FC Collet-Bossy, dont j'en faisais partie avec quelques... Je demande à monsieur et madame Joseph Crispini de nous rejoindre sur le podium. Merci. Cher Pinot, il y a 20 ans, tu étais vice-président. Il y a 19 ans, tu étais président. Aujourd'hui, tu es toujours président et tu fêtes tes 20 ans. Je suis sûr, mon cher Pinot, qu'aujourd'hui, entouré de tous tes amis, tu es fier du travail accompli pour ton club, le FC Collet-Bossy. Tu m'as demandé de reprendre le collier afin d'avoir plus de temps pour tes activités. Sois certain, Pinot, que je vais tout tenter pour un tout petit peu te ressembler. Au nom du comité, des joueurs, des supporters, en un mot de tous ceux qui te sont chers, j'ai le grand, l'immense honneur de te décerner à toi, Pinot, le titre de président d'honneur. Il est tellement mérité que M. Burdet ne pourra être que satisfait de savoir qu'à ses côtés, il aura le roi des cuisiniers. Je ne pourrai pas passer sous silence le travail, la compréhension, la part prépondérante qu'a prise Mme Crispini en la laissant à l'abri. Qu'elle reçoive ici nos sincères merci. Merci. Je crois que je ne méritais pas autant de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Si je l'ai fait depuis 20 ans, c'était pour les jeux, c'était pour nos gosses avant tout, et je crois que j'y ai réussi. Mais je ne méritais pas une telle récompense. Merci encore à tous.
c'est vrai que lui, c'est un vieux complice parce que pendant 27 ans, je l'ai véhiculé. Ça n'a rien à voir avec le foot, mais... Donc c'est un type que je prenais à 6h15 le matin. Il mettait ses fesses dans la bagnole, il dormait. Je le réveillais à la bijouterie, parce qu'on était bijoutier à l'époque. Et à midi, on remontait. Je le réveillais quand on arrivait à la maison, quand on rentrait. Et le soir, souvent, je le posais à côté du stade, parce que non seulement il était président, mais bon, il marquait les... Enfin, il faisait tout, donc il va vous expliquer. C'est quelqu'un qui a fait 20 ans de présidence à Collège. Je crois que lui, il a marqué vraiment le club. Je savais pas écrire, comment tous les que je le marque, patate. On dit des conneries tout de suite. Non, le club s'est fondé en 1962. C'était vraiment... à l'époque, on était 9 de Colébossi qui jouaient au football à Versoix. À peu près 9, 10. Ouais. Et on jouait, on s'entraînait toujours derrière l'école, qui était un terrain avec des arbres, avec des gros cerisiers, des gros tout ça. Puis là, il y avait le concierge, notre ami, malheureusement qui n'existe plus, non, qui est décédé, M. Calam. Elie Calam, qui nous a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un club? Je lui ai dit, ouais, t'es bien gentil, faire un club, mais où? Puis bon, il y avait justement, à l'époque, il y avait le frère à notre ami Kiki, la René, qui devait entretenir un terrain, comme M. Lévy, et moi je vous dis tous les noms, hein, je m'excuse, comme M. Lévy avait racheté au Emery, et la famille Emery, et en contrepartie, il devait simplement, il touchait une certaine somme, quoi, il devait entretenir les terrains. Et bien forcé, notre ami René, comme c'était aussi un ancien footballeur, un très bon footballeur, on s'est arrangé avec lui, il nous dit, ouais, contre l'entretien, il n'y a pas de problème, on vous donne moi je vous mets le terrain à disposition. Alors c'était à la belle époque où l'autoroute se faisait, et comme le père à notre ami Mimi travaillait chez Tchoquet, puis qu'il était bien avec les chefs là-bas, parce que de temps en temps, comme c'était un vieux chasseur avec moi, il loupait beaucoup, ça fait rien. Et puis il payait quand même des coups de faisan au directeur chez Tchoquet et tout ça, quoi, je vous dis pas, des petits détails qui sont marrants, quoi. Et puis pour finir, faute de discussion, tout ça, on a réussi à amener cette grande maison Tchoquet à venir discuter avec nous. Et pour finir, ils ont été d'accord de nous soutenir. Et en un samedi, tous les arbres ont été arrachés, tout, nivelé le terrain, mais forcé, il y avait quand même une pente de 80 cm, je ne vous dis pas du haut jusqu'en bas, comme il faut, quoi. Ouais, 82, quand même, pas. Et puis, bon, tous les matchs, on a joué pendant je ne sais pas combien d'années là-bas, tous les soirs, ça jouait. Parce qu'on avait besoin de sous à l'époque, et puis c'était les corpos qui jouaient, les banques qui venaient et tout. Alors on avait monté une vieille cabane pour faire la buvette, pour mettre la machine à marquer les terrains et tout. C'était vraiment fantastique. On avait notre ami Gégé qui tenait la buvette pendant les matchs, Gégé Constantin, qui était aussi une ambiance quand on faisait des fêtes, il avait toujours un accordéon à disposition et tout, c'était fantastique. Oui, alors ici c'est un petit peu les anciens du Colébossi. Bon ben là vous avez Pino Crispini qui a fait plus de 20 ans de club, Manfred Zeller qui a fait 2 ans, bon moi là je me présente plus, Michel Faton qui a fait aussi des années, Louis Giraud qui malheureusement n'était pas là ce soir mais qui s'est excusé mais qui était aussi un des membres fondateurs du club. Ici Jeannot Burdet, on ne le présente plus, Claude Pureau non plus, et Abel Chapuis qui a été le membre fondateur du club des 100 du Colébossi, du repas de soutien et des fameuses soirées. Et ici c'est mon frère qui au début quand le club a été fondé ne pouvait même pas jouer parce qu'il était trop jeune, il n'y avait pas de junior à Collège. Bon les gars, maintenant il reste 25 minutes, on commence. Hein. Alors je répète en 2 mots ce qu'on a déjà discuté mercredi. L'engagement total de toute l'équipe, c'est-à-dire Pierrot, prendre l'homme à 100% dès le départ. Hein. On sait, on a discuté, si la puce joue devant, c'est toi qui le prends et tu restes dessus. Et maintenant, pour l'engagement, on a 10 minutes d'énervement au départ, ces 10 minutes, on les oublie vite. Il y a l'échauffement pour ça, qu'on commence le match dans les conditions normales, on n'a rien à perdre aujourd'hui, on doit y aller jusqu'au bout,
on doit gagner ce match. On les a battus 2 fois en championnat, on doit arriver encore à gagner aujourd'hui. Alors Marcel aussi, les montées, tu peux monter offensivement, il faut y aller, mais seulement quand le jeu part de ton côté. On va passer à Janou Burdet, donc il va un petit peu expliquer son rôle qu'il a fait dans le club, mais il faut juste dire comme ça que c'est grâce au départ à son papa qu'on a le club du reste, stade Marc Burdet. On s'entraînait et on jouait sur un terrain qu'un paysan de Collet nous avait mis à disposition pendant quelques temps, puis après c'est venu un terrain constructible, et je pense que Janou va l'expliquer, mais sans la famille Burdet, je me demande si le club aurait existé parce qu'on n'avait aucun endroit pour aller jouer au football. Ouais, moi, je garde un souvenir qu'on a construit la maison, les stades, tous les déménagements qu'on a entrepris de démolir des hangars, des fermes pour reconstruire après ici. On a passé des sacrés moments, c'était dur, mais on a passé des bons moments ensemble, toute l'équipe des copains. Mais c'était vraiment vivant de faire ça. Et la plus belle découverte qu'on avait fait une fois, tu te rappelles, Pinot, c'est au Charmy, le meuble qu'ils n'avaient pas pu ouvrir en tiroir. Ils avaient donné le hangar à démolir. Puis on est arrivé, puis on dit on n'a pas pu ouvrir le tiroir. Alors Pinot, il a réussi à l'ouvrir. Non! Non. Je m'excuse, là, je crie. Non, il l'avait mis de côté. Moi, j'avais dit, mettez-le sur le char tout de suite, celui-là, du fait que le tiroir n'avait pas été ouvert. Puis il y avait tout pendant que le truc, il était par terre, le meuble, machin, des tiroirs, quoi, bref. Et puis le gars, il est venu avec un tournevis, il a forcé le tiroir, puis il y avait 12 service en argent complet, avec je ne sais pas combien de pièces, quoi. Il y avait tout dedans. Et des timbres, des anciens timbres et tout. Ça nous aurait payé la cape, peut-être bien la buvette aussi. Permettez-moi cependant, à tout seigneur, tout honneur, d'adresser tout d'abord à Joseph Crispini, notre ami Pinot, nos félicitations et notre gratitude. Sans sa conviction, son dévouement inlassable, sa fermeté associée à un profond sens humain, le FC Collet-Bossy ne serait certainement pas devenu le club dynamique, actif, reconnu et prestigieux qu'il est actuellement. Mon cher Pinot, nous savons tous que tu as été la véritable cheville ouvrière de cette réussite et de tout cœur, nous te disons merci. Pour pratiquer le football, il faut disposer d'un terrain. Et le temps est bien loin où l'on se contentait d'un champ, si possible fauché. Pour comprendre ce que serait le développement du sport et son incidence sur la formation de la jeunesse, il fallait beaucoup de clairvoyance et d'ouverture d'esprit. C'est ce qu'avait compris M. Marc Burdet, qui fit don au club d'un terrain qui est reconnu comme l'un des meilleurs du canton. Il était juste et il ne pouvait y avoir de meilleure consécration que de donner son nom à ce stade afin de marquer concrètement son soutien. Le conseil municipal a décidé une subvention spéciale de 10 000 francs, somme, monsieur le président du club, que j'aurai le plaisir de vous faire parvenir prochainement. Merci pour votre magnifique manifestation. Félicitations pour votre anniversaire et votre activité, et que vive le FC Collet-Bossy.
vie contre une ancienne maison qui nous revenait à 78 000 francs à l'époque. Alors, il y a à l'époque, en 1962, on trouvait 62 000, c'était en 64, là, on trouvait 78 000 francs, c'était un peu difficile. Alors, on s'est tranché sur Tchoké, puis Tchoké nous a dit « Ah, mais nous, on est d'accord, on a les machines à côté, tout ça, on s'arrange, pour 18 000 francs, on vous fait ça. » On a regardé un peu à gauche, à droite, on a fait des lotos, non pas des lotos, ça n'existe encore pas, des margotons, même au paquet, souvent, où on a des très très bons souvenirs. C'est là qu'il était à l'aise. Et puis, t'es malhonnête. Et puis, on a réussi à la longue à faire ce splendide terrain, quoi, qui est vraiment... mais où on a eu beaucoup de travail à faire dessus, parce que ce faux dénivellement, là, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Et là, à l'époque, il n'y avait pas de buvette, il n'y avait rien du tout ici. On allait se doucher à l'école, on continuait à se doucher à l'école, et on avait simplement une petite cabane en bois pour faire la buvette. C'était toujours notre ami Gégé, là, qui venait depuis chez lui avec un petit chariot à 4 roues. Et les limonades et le vin blanc dessus, quoi. C'était une ambiance, quoi, fantastique, sympathique. Et dans cette cabane, on a même fait des gueuletons formidables, paella, et puis tout ce qui s'ensuit. Alors, numéro 1, tabourin. Merci. Numéro 2, 8 kilos. Merci. Numéro 3, charpentier. Merci. 4. Ouais, polo. J'ai été joueur à Collet, donc avec la première équipe depuis le début. J'ai été également le premier entraîneur d'une équipe junior qui avait à Collet, c'était des juniors B. J'ai entraîné pendant de nombreuses années, il y a aussi l'école de foot. J'en suis à ma 26e année de responsable des seniors à Collet-Bossy, qui est une équipe redoutable et redoutée de tous, même sur le plan suisse. Et on va fêter notre 40e anniversaire du club l'année prochaine. Et je suis toujours fidèle, et comme je suis un peu fou, je joue toujours. Alors voilà, c'est preuve de fidélité. Ok. Allez, bon match. Allez, là. Allez, là. C'est Zaza. J'ai réussi à découvrir dans le village de Collet une famille qui habitait c'était des Italiens, ils étaient 7 dans le même appartement, qui était à côté de l'épicerie à Giraud. C'était moi je me rappelle du nom, quoi, bref. Et puis moi j'ai commencé à discuter avec eux, tout, écoutez, on ne pourrait pas s'arranger pour que vous puissiez nous faire, mais on ne voudrait pas, voyez, on est dans un petit club, et c'est ça. Ah, mais pourquoi pas, mais bon, on n'a pas l'autorisation. Alors à l'époque, il y avait la FOBB qui avait le chalet de la Finière. Et ils louaient, c'était eux qui avaient racheté ce chalet, qui appartenait dans le temps à la famille Guillermin. Et c'est grâce à eux, quoi, dans le fond, parce que moi j'ai été trouvé le secrétaire de la FOBB, un nommé M. Caron à l'époque, et je lui ai dit, écoutez, nous on a des membres du Collet qui sont maçons dans la maçonnerie, est-ce que vous seriez d'accord? Ce qui nous donne un coup de main pour faire nos vestiaires. Bon, j'avais un petit peu blagué là, comme, non pas d'habitude, comme souvent, mais vous voyez, le gars, il m'avait donné, le secrétaire, qui était très très sympathique, du fait qu'ils avaient quand même une maison sur la commune, il nous avait donné l'autorisation de travailler le samedi et le dimanche avec toute l'équipe. Et on peut dire que ça nous est revenu vraiment à un minimum de frais, parce que tout au point de vue bois, au point de vue tout un tas de choses, quoi, on a réussi à récupérer ça pour pas grand-chose. C'était fantastique. On a eu même aussi un petit cousin, notre ami Jeannot Burdel, un des fromagers, qui nous avait offert tout le toit là-bas sur les vestiaires. À l'époque, c'était vraiment... au moment où ils voyaient qu'une équipe se donnait la main pour arriver à un but, ben, tout le monde suivait, tout le monde, on leur promettait une broche, on leur promettait quelque chose à midi, et tout le monde leur
venait nous donner un coup de main et tout. Non, je voulais te présenter Michel Paton. Alors, effectivement, lui, fils de qui vous savez, mais il a quand même fait une belle carrière. Il a quand même joué quelques fois au Servette en Liga. À l'époque, j'allais voir le Servette. Je l'ai vu jouer quand même, sous le maillot Grenat. Et après, il a fait une carrière à Étoile Carouge. Il était capitaine. On l'a accusé de tous les maux, d'avoir mené des bateaux contre des entraîneurs, mais bon, ça c'est un aparté. Mais effectivement, Michel a fait une très bonne carrière et avec les références qu'il avait, il est venu jouer chez nous. Et puis je dois dire qu'avant de venir à Cholet, avec quelques autres Stelliens, donc des Carougeois, le dimanche soir, après nos mémorables soirées, parce qu'il faut dire que, quand même une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'on peut dire que tous les dimanches, quand on était en 4e ligue, 3e ligue, 2e ligue, on allait pratiquement manger ensemble. Et on se retrouvait beaucoup, et des fois on ne trouvait pas de restaurant, tellement on était de monde. Donc on faisait nos soirées sous l'école, où Pinault en tant que président, bah, forcément c'était le cuisinier. Et on avait la chance, entre autres, d'avoir Michel, Didi, Pont et j'en passe, qui venaient finir la soirée avec nous. Oh, moi je suis venu à Cholet, c'est surtout... j'ai fait tous mes juniors avec Jacques Giraud, au Servette. Et après, quand je suis parti à Carouge, j'avais toujours des relations avec des joueurs, avec des entraîneurs. Déjà avec Pinault, quand je jouais à Carouge, je venais déjà là. Et puis, pour nous, c'était un arbre de paix, de football, de convivialité. C'est vrai, chaque fois on participait. Même à vos tournois, il y avait les 3 et 4e ligues, nous on venait avec les ligues B, vous nous acceptiez, il y avait Eric Schneider qui jouait, c'était fabuleux. Puis quand j'ai fini ma carrière à Carouge, puis encore une fois, c'est Jacques Giraud qui m'a dit de venir là. Et surtout, moi j'ai rencontré une personne, bon à part Pinault, je ne veux pas revenir là-dessus, que je travaillais avec, c'était Sylvain Théodolo. Sylvain qui a fait beaucoup de choses à Cholet, qui n'a pas été président, qui n'était pas du côté des dirigeants, mais pour le football, pour l'ambiance, pour tout, a fait beaucoup pour la notoriété du Cholet. Et puis je travaillais avec, et il m'a vanté le club, il me l'a vendu au point de vue état d'esprit et tout. Et quand j'ai fini à Carouge, il n'y avait qu'une solution. De toute façon, je pouvais venir qu'à Cholet. J'avais pas le droit d'aller ailleurs. Autrement. Tu d'un autre stade, hein, à l'époque. Et j'habitais à Chenebourg. Et là, j'ai eu un immense problème avec ma femme parce que je rentrais dans des états que la morale réprouve. Et à un moment donné, elle m'a dit, soit tu quittes Cholet, soit on va habiter à Cholet. Alors, je suis venu habiter à Cholet, quoi, je veux dire. Grâce à Mimi qui m'a trouvé un appartement, non, c'est clair. Bon, après, je suis venu, il y avait Pinault, il y avait Sylvain, et je suis venu comme entraîneur. Première chose qu'on m'a dit, j'avais pas l'habitude, hein, je jouais quand même à Carouge en Ligue B, puis on m'a dit, ben, la première demi-heure d'entraînement, c'est enlever les cailloux sur le terrain C. Je me suis dit, est-ce que c'est à nous, à des joueurs, des entraîneurs de faire ça? On m'a dit oui. Je me suis dit, bon, ben, on le fait, puis après on l'a fait, on le faisait, c'était sympa. La buvette de Cholet, je veux dire, vous allez partout dans le canton, on en a encore parlé mardi passé, la buvette de Cholet, c'est quelque chose, c'est une référence. Et bon, après, j'ai fait entraîneur, j'ai fait vice-président, j'ai fait président. Et là, il y a eu un passage à un moment donné qui était difficile parce que il y avait l'historique à Pinault, tout ce qu'ils ont fait de bénévolat. Nous aussi, on avait des bénévoles, mais ils ont monté le club. Nous, on est arrivés avec l'équipe qu'on avait de dirigeants. Le club était fait, la buvette était faite. Il n'y avait plus grand-chose, il fallait améliorer. Et surtout, il fallait la continuité de l'équipe à Pinault. Et là, c'était pas évident. Ouais, un de mes meilleurs souvenirs, c'est pas le foot, c'est d'avoir été creuser les premières douches sous l'école. Pelle et pioche, on creusait sous l'école pour pouvoir mettre des tuyaux puis se doucher. Parce que le premier terrain, on allait se laver à la fontaine de l'école. Dans le préau. Dans le préau. À l'eau froide au mois de novembre. Oh, ma foi, bien sûr. Il n'y avait pas de mois spéciaux pour se laver. Hein. Il y avait des lavettes, ouais, spéciaux, il y avait des lavettes qu'on n'a plus maintenant. Il n'y avait pas de lavettes. Et comme mes parents habitent à 200 mètres de l'école, bien souvent, en fonction des conditions, je prenais toute l'équipe du Cholet qui venait ici, on allait se doucher à tour de rôle dans la salle de bain de mes parents,
Et bien souvent, après, elle nous faisait les pattes à toute l'équipe. Moi, j'ai vécu 25 ans ici, qui était fabuleux. Je veux dire, ce que j'ai vécu ici, c'est avec tout le souci, le stress qu'on peut avoir au boulot et tout. Quand on vient là, on se laisse aller, on vit différemment. Et puis voilà, mais bon, moi, mes remerciements vont toujours aux anciens, parce que c'est eux qui ont créé le club. Si eux ne l'avaient pas créé, j'aurais pas pu venir dans cet état d'esprit, dans ce climat. C'est clair, c'est Pinault, c'est Sylvain, c'est Jeannot et sa famille, et toute sa famille, qui tout le monde. Et il faut que ça continue, je veux dire, il y a une étape, c'est un peu plus dur maintenant, il y a moins de bénévolat, mais bon, faut qu'ils aillent de l'avant, faut aller comme ça. Présenter Claude Pureau, dit Yéyé, il est connu dans toute la commune. Moi j'ai connu Claude lorsqu'on était encore à l'école. Claude est venu au FC Collet-Bossy après une année de fondation. Disons que ça n'a jamais été un tout grand joueur. Par la taille, oui, mais pas de qualité, non. Mais c'était comment dire, quelqu'un qui s'est dévoué corps et âme pour le Collet-Bossy. Je pense qu'il est, en parenthèse, j'ose le dire comme moi, il a passé sa vie ici. Après, il s'est un peu lancé dans la carrière d'entraîneur. Il va vous expliquer ça. Je tiens à le remercier pour toutes les années qu'il a faites avec moi et avec les personnes qui ont suivi, surtout dans la première équipe. Mimi qui me dit j'ai passé dans une carrière d'entraîneur, je pense pas, parce que en fait j'ai jamais été un grand entraîneur vu que je m'occupais que de petits gamins. En grandeur, ouais, 1m92. Attention, mais par contre, c'est vrai que les soins m'ont toujours... j'ai toujours aimé, disons, m'occuper un peu des bobos, des joueurs et tout. Et puis, bon, à collège, j'ai pas fait que ça. C'est vrai que j'étais un peu l'homme à tout faire. Enfin, on nettoyait les terrains, on nettoyait avant un match. J'ai eu marqué les terrains aussi à l'époque. Après, les vestiaires. Les vestiaires aussi, parce que bien sûr, à collège, il n'y a pas personne qui nettoyait les vestiaires. Alors, ça fait que les entraîneurs devaient nettoyer les vestiaires. Puis en deuxième ligue, les entraîneurs, c'était qui? C'était le soigneur qui nettoyait. Et puis bon, j'ai fait ça très longtemps. Et puis je me suis occupé aussi un peu de comité. On m'a demandé au bout de quelques années de venir au comité. Alors j'ai fait 25 ans de comité, 20 ans de vice-présidence avec 3 présidents, je crois. On en a discuté tout à l'heure, je crois que j'ai eu 3 présidents, ouais, c'est vrai. Puis bon, beaucoup de satisfaction. La preuve elle en est, ce soir je suis habillé en rouge, je suis plus dans le club, mais je suis habillé en rouge, le club toujours, le rouge de cœur, ça c'est sûr. J'ai émigré dans un club jaune et noir, mais enfin, j'aimais pas les jaunes et noirs, vu qu'il y a des clubs adverses qui étaient jaunes et noirs, que j'aimais pas, vraiment pas du tout. Et puis, je suis sur les jaunes et noirs, le destin fait ça. Mais enfin, je suis pas à Genève. Et puis, c'est vrai que Collet, c'est toute une institution. C'est une grande famille, et je crois que la grande famille est quand même restée. C'est ça qui m'a beaucoup plu à Collet. Donc, cette grande famille a été instauré un peu par notre ami Pinault, deuxième président du club, Chris Pini, pas le nommer. Après, les autres présidents ont gardé toujours cet esprit de famille et tout. Et je crois qu'à l'heure actuelle, j'ai pu lire cette semaine dans la Tribune de Genève encore, c'est vrai qu'il y avait un immense article qui parlait de la famille de Collet-Bossy. Puis je crois que ça, c'est unique à Genève. Moi, je crois que on peut être que jalousé. En fait, la jalousie porte ses fruits. Et puis, j'espère que Collet restera toujours Collet comme il l'est à l'heure actuelle avec ce nouveau comité. Et puis maintenant, Michel Mondron, qui était président du Collet-Bossy pendant 4 ans. Alors, il peut un petit peu aussi expliquer pourquoi il est là. Il n'est pas tout à fait ancien. Mais bon, ils ont fait pas mal de choses avec Michel Faton. Une grande satisfaction que j'ai dans ce club, c'est l'esprit qui règne dans ce club, esprit qui a été travaillé depuis de nombreuses années déjà, je pense, depuis le départ du club. J'ai moi essayé de maintenir cet état d'esprit. J'espère que j'y suis arrivé. Et une grande satisfaction, c'est qu'on a réussi avec l'aide
de mes collègues du comité, mais en particulier avec l'aide de Michel Faton, qui est ancien président. On a réussi je dirais pas à persuader, mais à sensibiliser la commune, c'était communes voisines, à nous aider un peu plus sur le plan de la maintenance des installations, parce que le club étant propriétaire de celle-ci, il est clair que tous les frais découlant de ces installations sont à la charge du club. Et l'époque étant ce qu'elle est, c'est une grande difficulté de trouver les fonds nécessaires pour subvenir à l'entretien, je dirais, correct de ces installations. Et il est tombé beaucoup, c'est le 20e, 25e, 30e qu'on avait dû aller chercher les bottes de paille. Le 20e 15 à 20. Les bottes de paille. On a fini le tournant des campagnes le lundi, on a tout démonté les tentes et il a commencé à pleuvoir comme ça. Ouais, mais on n'a pas vu un nuage pendant... Ouais, mais le 15, 20e, on avait été chercher des plots là, chez les voisins, des plots pour mettre des planches, parce que les gens ne pouvaient pas venir pour assister. On était sous l'eau.